Et le hasard a fait que mon vol a eu du retard. Et donc, je devais passer la nuit, 2 nuitées à Casablanca. Et je connaissais à l'époque le directeur des systèmes d'information de Royal Air Maroc que je suis parti voir pendant cette escale pour lui présenter mon projet. Je lui dis, écoute, j'ai un projet et ce projet consiste à... Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 3 histoires. Le podcast qui te raconte 1, 2, 3 histoires afin de t'inspirer, de te motiver, de te redonner de l'espoir, te donner 1 ou 2 pistes qui pourraient t'aider dans ton activité quotidienne, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. C'est un podcast où des personnes inspirantes, des personnes qui ont un certain parcours, des personnes qui ont des choses à partager viennent partager avec nous 3 histoires. Je crois pertinemment au pouvoir des mots, surtout lorsque ceux-ci sont teintés d'émotions dans une belle histoire. Je sais pas quel est le déclic que cela peut créer chez toi, mais je sais une chose, c'est que les mots ont un pouvoir. Merci infiniment pour ton précieux temps. Merci d'être là aujourd'hui pour nous écouter. Et aujourd'hui, on accueille quelqu'un qui est inspirant, quelqu'un qui a un parcours. C'est une histoire qui est digne d'être racontée. Ce monsieur que nous recevons aujourd'hui, c'est le fondateur et directeur général du magazine CEO Mag, qui est un magazine panafricain consacré au secteur des technologies de l'information. Lancé en 2006 à Marrakech, CEO Mag est diffusé dans 20 pays d'Afrique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre invité était auparavant rédacteur en chef du magazine mensuel Réseau Télécom Network de 2007 à 2015. Et il a collaboré avec plusieurs organes de presse comme Jeune Afrique, Les Échos, l'Observateur, etc. Bref, c'est quelqu'un qui a une grosse expérience dans le domaine de tout ce qui est magazine, de tout ce qui est journalisme rédactionnel. Et c'est un Africain que je suis fier de recevoir. C'est un aîné, c'est un grand frère pour moi. Aujourd'hui, on va aller écouter ce qu'il a à nous raconter. Mohamedou Diallo. Mohamedou, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Comment ça va? Merci Fabrice, merci de me recevoir et merci pour ton accueil. C'est un grand plaisir de te revoir et de partager avec toi l'expérience qui est la mienne, de pouvoir le partager avec tes followers, que tu sais qui sont des milliers à te suivre. Et je suis fier de tout ce que tu fais et ravi de partager mon expérience avec toi. Merci beaucoup. En tout cas, je me sens privilégié, je me sens honoré de t'avoir. Merci d'avoir accepté de venir. C'est toujours un honneur pour moi de recevoir des personnes comme toi qui ont un parcours et qui ont surtout 1, 2, voire 3 histoires à nous raconter. J'ai vu que tu as des valeurs et ça, c'est très intéressant. On voit bien que tes 3 principales valeurs, c'est la bienveillance, c'est la sérénité et c'est surtout la détermination. Il faut dire que c'est chacune de ces valeurs-là qui t'a amené là où tu es aujourd'hui, ça c'est sûr, n'est-ce pas? C'est important. La bienveillance, en tant qu'Africain, on sait ce que ça représente comme valeur. La bienveillance est une valeur qu'on nous apprend, qu'on nous inculque et qui est quelque chose de très important. Ne serait-ce que le droit d'aînesse, le respect que tu donnes à la personne plus âgée, plus ancienne que toi, qui a plus d'expérience, qui a plus de choses à partager, qui a vécu des choses. Je pense que c'est très important de pouvoir écouter ces personnes. Et ces personnes ont beaucoup de choses à apporter à la jeune génération. Je pense que la bienveillance est une qualité, est une valeur très importante. Et je me mets dans cette dynamique de partager cette bienveillance auprès des personnes plus anciennes, mais également, j'écoute également beaucoup la jeune génération. Parce qu'aujourd'hui, si on va voir également des choses encore plus loin de ce qu'on a fait dans le passé, notamment dans les nouvelles technologies de l'information, on doit écouter la jeunesse et les écouter avec beaucoup de bienveillance également pour qu'ils nous apportent leur expérience qui est nouvelle, leur expérience qui est au fait donc des nouvelles tendances,
de l'actualité numérique et qu'ils peuvent nous apporter. Donc ça, c'est très important et je tiens beaucoup à cette valeur-là qui est la bienveillance. Super. Tu es bienveillant et que tu es généreux. Merci beaucoup, Mohamedou. Aujourd'hui, tu as lancé c'est pas aujourd'hui, ça fait longtemps. Mais j'aimerais savoir quelle est l'histoire derrière cette profession-là. C'est quoi l'histoire derrière et c'est quoi le message que tu peux nous passer aujourd'hui? Alors, c'est une histoire simple. Quand on croit en des valeurs, quand on croit en des choses, on se dit vaut mieux les faire soi-même plutôt que de laisser de la place à d'autres de le faire. Voilà, donc comme tu as dû le présenter au départ, donc j'ai passé une belle expérience dans de grandes entreprises européennes notamment, et qui à l'époque privilégiaient l'histoire européenne, américaine, etc. Donc l'Afrique est passée souvent à la trappe, et on parlait de l'Afrique comme en des termes peu glorieux. Et donc je me suis dit qu'il était peut-être important de pouvoir prendre les choses en main et de pouvoir créer un support de communication qui puisse parler de l'Afrique autrement, de voir l'Afrique sous un autre angle, que ce soit l'angle du sous-développement, l'angle de la dépendance, etc. Et donc là, on était au début des années 2000, hein, à la fin des années 99-2000, donc il y avait la bulle Internet qui faisait une belle tendance. Donc on voyait les deux mondes, l'Europe et l'Amérique, et donc l'Afrique n'existait pas. Et même quand on faisait la cartographie du monde, une sorte de planisphère mondiale, on voyait les grands ensembles. On se disait à l'époque, voilà les points de présence d'AT&T pour les Américains, voilà les points de présence de BT comme l'opérateur anglais, et voilà Orange à l'époque France Télécom. Et l'Afrique n'existait pas dans ces réseaux de fibre optique. Et moi, ça m'a choqué quand j'ai vu pour la première fois cette carte. On disait que l'Afrique n'existait que par des points de présence de tel ou tel opérateur, et au-delà du sens-là, donc l'Afrique n'existait pas. Mais je me suis dit, notre continent vaut mieux que ça, et donc on aimerait bien pouvoir le faire nous-mêmes et créer notre planisphère et dire voilà c'est ce qui se passe au niveau intérieur. Et voilà, donc l'idée venue de là, et donc on a créé CIO Mag une fois avoir fait ces constatations, et je me suis dit qu'il serait bien qu'on puisse le faire nous-mêmes. L'histoire, comme je disais, c'est de la bienveillance, c'est des histoires de rencontres qui sont merveilleuses. Donc, j'ai pu rencontrer des gens vraiment inspirants à l'époque qui avaient fait des choses extraordinaires en Europe, aux États-Unis. Et je voulais m'inspirer de ce qu'ils faisaient pour faire la même chose pour notre continent. Et donc, je rappelle, on est encore au début des années 2000, donc c'était en 2006. Et donc, j'ai proposé de créer la même chose que l'Europe avait, donc la France notamment, qui s'appelait le CIGREF, qui s'appelle toujours le CIGREF, qui est le club informatique des grandes entreprises de France. Et donc, je me suis inspiré de leur modèle et je voulais faire la même chose pour notre continent africain. Et quand je suis parti les voir, ils m'ont dit, effectivement, si vous voulez le faire, vous-même, vous le faites, mais nous, on n'est pas des Africains, on ne le ferait pas à votre place. Et c'est très pertinent. Bon, moi, j'avais deux, trois contraintes qui faisaient que, voilà, donc je n'étais pas informaticien, j'étais journaliste. Je n'étais pas directeur des systèmes d'information comme la plupart des gens que je voulais réunir autour d'une association. Et quel était le modus operandi qu'il fallait faire pour pouvoir le faire. Donc, il y avait deux portes d'entrée, c'est-à-dire la première, pouvoir proposer à ces directeurs des systèmes d'information de se réunir autour d'une association, aller les voir. Et la deuxième chose, c'est de leur proposer ce que je sais faire, c'est écrire et faire des histoires comme tu es en train de le faire aujourd'hui. À l'époque, c'était pouvoir l'écrire. Alors, comme je disais, il n'y a jamais de hasard dans la vie. Hein. Donc, j'ai pu préparer tout cela. Et donc, le CIGREF, qui est le partenaire de référence, qui réunit les 140 plus grosses entreprises françaises autour d'une association, donc les responsables informatiques de ces associations, on a pu les réunir. Et puis, ils m'ont dit, voilà, on te fait une lettre. La lettre qui dit, voilà, nous, on est prêt à soutenir l'initiative de Mohamedou Diallo en tant qu'individu, de pouvoir rassembler les directeurs informatiques africains autour d'une association pour discuter sur les bonnes pratiques et sur l'évolution de l'activité des systèmes d'information. Et le hasard a fait que, voilà, donc je devais aller au Sénégal pour présenter la lettre à des directeurs informatiques sénégalais. Et le hasard a fait que mon vol a eu du retard. Et donc, je devais passer la nuit, 2 nuitées à Casablanca.
Et je connaissais à l'époque le directeur des systèmes d'information de Royal Air Maroc, que je suis parti voir pendant cette escale pour lui présenter mon projet. Je lui disais, écoute, j'ai un projet, et ce projet consiste à réunir les directeurs informatiques africains autour d'un réseau pour fédérer, rassembler et partager nos expériences, nos valeurs. Et il m'a dit, écoute, moi, je suis le trésorier d'une association qui existe, qui s'appelle l'OSIM, qui est l'association des utilisateurs des systèmes d'information du Maroc. Il y a un président, va le voir, et puis tu lui présentes le projet, et puis il te dira ce qu'il en est. Et, je suis parti, tout ça, c'est pendant l'escale et le vol que j'ai raté qui a fait que, voilà, que j'ai eu cette opportunité. Donc, j'ai rencontré le président de cette association-là qui réunissait une cinquantaine d'entreprises marocaines pour lui présenter mon projet en lui disant que je ne suis pas informaticien, je ne suis pas directeur des systèmes d'information, mais j'ai un réseau, c'est le réseau des directeurs des systèmes d'information du SIGREF, français. Et avec une lettre, il me dit si on est disposé à mettre en place une association qui réunit donc les informaticiens africains, ils sont prêts à nous soutenir, d'autant plus que donc, ces associations réunissent des grandes entreprises comme Thales, comme Renault, comme voilà, BNP Paribas, Société Générale. Donc, ils ont pratiquement tous des filiales en Afrique. Ils sont disposés à nous accompagner dans notre démarche. Et puis voilà, donc la personne me regarde en me disant, écoute, moi, je ne reviens pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, depuis longtemps, j'ai cette association qui s'appelle le SIGREF, qui fait beaucoup de publications, et je n'avais jamais eu l'occasion de le faire. Et donc là, tu m'envoies une lettre avec le signé du directeur, du président. Moi, je te dis, si tu es d'accord, on peut le faire même demain. Je dis, écoute, là, je continue mon chemin et je dois partir au Sénégal. Et quand je reviendrai, donc je retourne à Paris, donc je vais leur faire part de cette réunion, évolue par hasard, hein, donc ce n'était pas décidé. Et la chance qu'on avait, ou qu'on a toujours, c'est que Casablanca est la porte d'entrée de l'Afrique. Pratiquement toutes les grandes entreprises européennes ou africaines passent par le Maroc pour conquérir l'Afrique. Que ce soit Microsoft, HP, IBM, etc. Tous ont leur siège Afrique à partir de Casablanca. Donc ces deux pôles, soit la partie anglophone, c'est l'Afrique du Sud, et la partie francophone, c'est Casablanca pour conquérir l'Afrique. Et puis voilà, donc la personne m'a donné son feu vert, donc l'escale a duré 2 heures, donc qui a été fort utile. Et donc j'ai continué mon chemin sur le Sénégal, et quand je suis parti également, je suis directeur d'information du Sénégal, je leur ai présenté le projet. Ils m'ont dit, OK, le projet est important, c'est intéressant, donc on est prêt à suivre. De retour à Paris, donc je retourne voir le SIGREF en disant, voilà, donc la lettre que vous m'avez faite, je l'ai présentée à des partenaires, notamment au Maroc. C'est d'après les recherches que j'avais faites à l'époque, il n'y a que le Maroc qui avait une association qui réunissait les directeurs informatiques. Et ils sont disposés à porter le projet, à nous accompagner dans la création donc, de ce réseau, et même à accueillir la première réunion qui va réunir les directeurs informatiques africains. Et toujours, on est en 2006, hein, en mars 2006, et ils sont disposés à faire la première rencontre ici à Marrakech dès qu'on est prêt à le faire. Le SIGREF a regardé son agenda en me disant, écoute, le mois d'octobre serait l'idéal. On pourrait faire cette belle rencontre pour réunir les DSI africains et les DSI français pour échanger sur les bonnes pratiques. Et puis voilà, donc j'ai continué la correspondance avec les partenaires marocains et les partenaires africains que je connaissais. Parce que comme tu l'as dit auparavant, donc j'ai pu occuper des fonctions comme rédacteur en chef de Réseau Télécom Network et puis de d'autres organismes. Donc je connaissais un peu les responsables informatiques dans les différents pays, que ce soit en Algérie, en Tunisie, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, etc. Donc on a commencé à les contacter pour leur dire, voilà, on veut mettre en place un réseau qui fédère l'ensemble des directeurs informatiques des systèmes africains pour pouvoir échanger sur les bonnes pratiques. Et puis, voilà. Donc, quand l'OSIM, donc l'association marocaine, est partie voir ses partenaires, donc ses clients, parce que ces entreprises-là sont des fournisseurs pour les directeurs des systèmes d'information, pour leur présenter le projet en disant, pour la première fois, on voudrait réunir les directeurs informatiques africains ici à Casablanca. Ben, ils ont dit tous pratiquement, OK, on est prêt à financer, on est prêt à soutenir, on est prêt à appuyer l'initiative. Et puis au départ, voilà, donc ça également, c'était pour eux une belle occasion de pouvoir inviter donc les directeurs informatiques, leurs clients, dans les différents pays africains. Et donc, on a pu travailler en amont sur le contenu du programme, qu'est-ce qu'il fallait discuter, qu'est-ce qu'il fallait échanger.
Et à l'arrivée, voilà, nous sommes tombés d'accord en disant, voilà, nous faisons cette première rencontre-là à Marrakech et non pas à Casablanca. Marrakech, c'est touristique, c'est plus attrayant, c'est plus sympathique. Et au-delà donc des directeurs informatiques qu'on invitait, on avait suffisamment de budget pour pouvoir réunir également les conjoints, donc les inviter, les prendre en charge pour qu'ils viennent venir à Marrakech, conjoints et responsables, pour qu'ensemble on puisse communier et puis partager ces moments forts. Et puis voilà, l'histoire a démarré comme ça. Et au départ, on avait pensé réunir une trentaine de personnes. Et à l'arrivée, il y avait plus de 400 personnes qui sont venues à cette rencontre, à cette première réunion, qui a réuni des directeurs des systèmes d'information venus de 15 pays différents, plus la France et quelques pays européens. Et c'était le top. Donc ça correspondait à un besoin, puisque ça n'existait pas auparavant. Et donc on s'est rencontrés pour la première fois, donc c'était en octobre 2006 à Marrakech. Et donc, voilà, ces DSI se sont réunis. Donc, on a partagé des moments extraordinaires pendant ces 2 jours avec des appuis de grands groupes comme IBM, HP, Cisco, Microsoft, etc., qui ont tous été des soutiens et qui ont pris en charge donc, leurs clients pour qu'ils viennent à Marrakech partager ces expériences. Et à l'issue de la rencontre, donc, on a fait une sorte de débriefing à la fin en disant, voilà, on a fait une belle rencontre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on s'arrête là ou on continue? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, à l'époque, comme tu le sais, en 2006, il n'y avait pas suffisamment de réseaux sociaux, donc il n'y avait même pas de réseaux sociaux. L'Internet n'était pas très développé, donc les gens, pour partager des expériences, les DSI africains, les responsables informatiques africains avaient recours à des magazines européens, à des magazines américains pour savoir ce qui se passe et comprendre les tendances. Donc, à l'issue de la réunion, ils ont dit, voilà, on veut 2 choses. On veut la création de magazines qui parlent des DSI africains, comme le fait Zéro Informatique, comme le fait des supports de communication américains pour leurs marchés locaux. Donc, on va avoir un support qui parle de nous. Et deuxième chose, compte tenu de l'expérience qui était la mienne avec les réseaux que je connaissais à l'époque de CICRF et le réseau marocain, ils m'ont demandé de les appuyer pour créer des associations qui réunissent ces directeurs des systèmes d'information dans les différents pays. Et donc, c'est comme ça qu'est née l'histoire de CIO Mag. Donc, du coup, on a pris bonne note en disant, voilà, le fait qu'ils disent, voilà, on veut un support de communication qui parle de nous. En tant que journaliste, ça me parle. Je dis, voilà, écoute, j'en fais une affaire personnelle. Donc, on a prévu de se revoir dans 2 ans ou dans 1 an. Et quand on se verra, je vous promets que je lancerai le premier magazine qui parlerait des directeurs informatiques. D'où le nom CIO Mag, donc Chief Information Officer Magazine. 2 ans après, on s'est réunis. Et puis, voilà, CIO Mag était créé. Et donc, on a eu la première version de CIO Mag que j'ai pu partager avec les DSI qui étaient présents. Donc, on a fait vraiment une deuxième édition qui ressemblait à la première, avec tous ces responsables informatiques qui sont venus de plusieurs pays africains. Et on s'est réunis pendant encore 2 jours avec les conjoints à Marrakech pour discuter sur les enjeux de la transformation digitale. Pourquoi? À l'époque, c'était une question très importante qu'il fallait dire. Pourquoi mettre le directeur des systèmes d'information dans la stratégie de l'entreprise? À l'époque, les systèmes d'information étaient considérés comme un centre de coûts. Pour eux, c'était un coût, ça n'apportait pas grand-chose à l'entreprise. Mais il fallait convaincre les directeurs des systèmes d'information, il fallait convaincre les patrons donc, de ces entreprises que l'informatique devait être au cœur de la stratégie des entreprises. Donc, au départ, c'était tous les débats qu'il fallait mener, tout le travail de lobbying qu'il fallait mener auprès des dirigeants pour dire que la fonction de CIO, la fonction du directeur informatique, est au cœur de la stratégie de l'entreprise. Il fallait le faire. Donc, on a fait ce travail de lobbying pendant plusieurs années. Et donc là, on a lancé, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc CIO Mag en 2008, donc lors de la seconde édition donc, de ce forum qui a réuni les directeurs informatiques. Et dans l'intervalle, ils nous avaient dit, voilà, il fallait qu'on les appuie pour créer des clubs de DSI dans les différents pays. Donc, on a commencé par la Côte d'Ivoire. On a lancé le club de DSI de Côte d'Ivoire en partenariat avec les Ivoiriens. On a fait celui du Sénégal et celui du Cameroun. Donc, c'est les 3 qu'on a fait donc, entre 2008 et 2010. Donc, on a créé ces réseaux-là et on a commencé à les fédérer. Et puis après, par la suite, donc, le travail continue. Donc, on a fait le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, l'Algérie, la Tunisie, etc. Et même l'île de la Réunion fait partie de la France, qui est en bout de la France également. On a créé le réseau de l'île de la Réunion qui réunit donc les directeurs informatiques de l'île de la Réunion.
Donc voilà, c'est le travail qu'on a fait. Et puis, je dis que c'est quelque chose à laquelle nous croyons. Et que je voyais qu'en France, donc l'idée c'est quoi? Pour résumer, on est confronté à un problème. On disait, voilà, on parlait de l'Afrique pas en bon terme. Donc, les journaux, les médias européens ou les médias américains, vous voyez l'Afrique sous un autre angle plutôt négatif, sous l'angle de la faim, sous l'angle de la guerre. Et moi, je vous disais que voilà, le digital pouvait transformer l'Afrique. À l'époque, c'était en 2006, il fallait oser le dire, qu'on avait comment dire, un outil formidable, puisque à l'époque, tous les consultants de grandes boîtes qui partaient en Afrique disaient que le mobile ne serait pas rentable, ne serait jamais rentable en Afrique. Et c'était une erreur, une grosse erreur, hein, qui disait que le mobile ne serait pas rentable en Afrique parce que les gens n'ont pas un pouvoir d'achat qui leur permette de s'abonner. Et moi, j'ai toujours dit le contraire en disant que le mobile va exploser en Afrique, puisque aujourd'hui, si je prends l'exemple de ma grand-mère qui ne sait ni lire ni écrire, et qui doit avoir quelqu'un pour lui traduire son courrier et qui prendrait beaucoup de jours à le faire. Et s'il a la possibilité de me parler au téléphone ou de m'envoyer un message très rapidement, et que soit par SMS à l'époque, et par la suite par Internet, et donc il mettrait toutes ces économies-là pour pouvoir parler à son petit-fils ou parler à ses enfants, l'endroit au monde où il se trouvait. Donc moi, ça a toujours été une conviction, et ça a toujours été quelque chose sur laquelle j'avais misé, et que à l'époque, beaucoup sereins n'avaient pas cette vision-là de l'Afrique. Aujourd'hui, l'avenir nous a donné raison. On voit des pléthores d'événements qui se passent sur le continent. Et on peut dire, voilà, nous avons la chance de dire que nous sommes principalement les premiers à avoir lancé ces réseaux-là en Afrique. Nous sommes les premiers à avoir lancé les premières rencontres dans le secteur de l'informatique, dans la transformation digitale, donc il y a 12 ans. Et aujourd'hui, voilà, tout le monde nous emboîte le pas et on voit des centaines et des centaines de réunions qui se tiennent un peu partout en Afrique. Même en France, à l'époque, il fallait le faire. Donc, pouvoir tenir une réunion qui s'appelle aujourd'hui les Assises de la transformation digitale qu'on organise annuellement à Paris. On n'arrivait pas à réunir une cinquantaine de personnes. Aujourd'hui, c'est des milliers de personnes qui viennent pendant ces rencontres et c'est devenu tendance de le faire et tout le monde le fait. Et donc, la fierté qu'on peut tirer de ça, c'est de dire, voilà, nous sommes précurseurs à ce niveau-là et aujourd'hui, les tendances où l'avenir nous a donné raison et voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je l'ai dit avec beaucoup de passion et beaucoup de fierté, puisque à l'époque, c'était pas évident. Même pour aller trouver un stage dans une entreprise en tant qu'Africain, c'était bloquant, c'était pas facile. Et aujourd'hui, si on arrive à le faire et à créer des opportunités dans le domaine du digital et de donner des chances à des jeunes frères, à nos neveux, etc., de pouvoir s'inspirer de ce que nous avons fait, de pouvoir venir faire des stages ou trouver des emplois chez nous, pour moi, c'est une mission accomplie, c'est une fierté pour moi. Merci infiniment, Mohamedou. Tu vois, c'est tellement inspirant ce que tu viens de nous raconter. C'est encore ça qui me conforte dans l'idée de trois histoires, de me dire, il y a toujours des enseignements extraordinaires qu'on peut recevoir des personnes qui ont un parcours exceptionnel. Tu as osé être précurseur d'une dynamique qui aujourd'hui qui est comme une vague. Désormais, tout le monde le fait, tout le monde est dans ça, mais tu avais vu loin au départ. C'est tellement inspirant. C'est clair, c'est important. C'est important ce que je dis à la jeunesse, c'est d'oser. De doser, c'est à l'époque, on nous fermait des fenêtres. Quand je me rappelle, quand je cherchais un stage à l'époque, c'était la croix et la bannière. Je me rappelle quand j'étais dans une classe où on devait aller chercher des stages à l'époque, des stages de fin d'études, et on a cherché, j'ai pas trouvé. C'est une collègue française qui avait 3 stages, moi j'en avais pas, et qui m'a pris la stage la plus pourrie. Donc elle a pris le stage qu'elle préférait, qu'elle aimait, et donc elle m'a fait un stage, et ça consistait à aller travailler dans un centre commercial pour mettre des produits dans les rayons. Et pour moi, j'étais venu pour apprendre la comptabilité, et on était obligé de faire ça. Donc il fallait dire voilà. Donc je me suis dit, je vais pas m'enfermer là-dedans, je vais faire en sorte de trouver une autre alternative à cela. Et donc je sais que en déposant un CV pour qu'on me prenne et que je prouve ce que je sais faire, ça prendrait beaucoup de temps. Je me suis mis à mon compte très tôt. Et très tôt, ça veut dire quoi? Donc, quand j'ai commencé à travailler comme journaliste, j'ai opté d'être freelance. Donc, les gens n'avaient pas à me voir ou à me rencontrer pour savoir qui est derrière tout cela. Donc, je pouvais travailler, avoir cette liberté de travail où je voulais, quand je voulais, et en fonction de mes capacités.
Et donc, j'ai commencé par le faire ça. Et donc, ce qui veut dire que jusqu'à présent, ça fait pratiquement 20 ans que je suis dans le monde du travail. Je n'ai jamais été salarié. J'ai commencé par freelance. J'ai commencé peut-être après le stage, donc j'ai fait un travail pendant un certain temps, donc peut-être 1 an ou 2 ans, comme salarié. Et le reste du temps, j'ai préféré être freelance pendant tout mon parcours jusqu'à ce que je crée CIO Mag et que je puisse être mon propre patron et de donner la chance également à des jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer et partir de là. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de fatalité. Si on arrive à des blocages qui font que voilà, on ne peut pas exprimer ses choix ou ses convictions et sa vision, autant passer par la fenêtre et le faire autrement. Ça peut être plus dur, ça peut être plus long, mais si on a la conviction, si on a la force, si on a le mental qu'il faut, on finira par y arriver. Ça, j'en suis convaincu. C'est le message que je souhaitais adresser à cette jeunesse africaine qui est plurielle et aujourd'hui qui apporte beaucoup de choses, de pouvoir le faire. Et c'est très important d'arriver à cela et de pouvoir se donner et puis arriver à ce type de conviction et même beaucoup plus loin. Magnifique, magnifique, magnifique. Merci beaucoup en tout cas. On apprend énormément de tout ce que tu nous enseignes là. Et puis, 2020 a été une année relativement difficile pour beaucoup de gens, que ce soit d'un point de vue personnel avec la santé, des gens qui ont perdu des membres de leur famille, etc. Mais surtout aussi d'un point de vue professionnel. Il y en a beaucoup qui ont vu leur business, leur entreprise prendre un gros coup. Il y en a qui sont même des salariés qui ont perdu leur emploi, etc. C'est quoi ta plus grande leçon de 2020? Quelle est l'histoire qui est derrière ta plus grande leçon de 2020? Alors, j'emprunte une expression chinoise qui traduit crise comme opportunité. Donc, quand il y a une crise, on déconstruit et c'est l'occasion également de reconstruire, donc de partir sur de nouvelles bases. Faut pas rester dans ces zones de confort. Donc, je sais, c'est une occasion aussi de présenter des condoléances à tous les frères et toutes les sœurs qui ont perdu des membres de leur famille. Également, dire ma compassion à toutes les personnes qui ont perdu des emplois ou qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent faire à cause de cette crise de Covid. Mais je pense qu'au-delà de cela, donc, on ne doit pas prendre les choses comme une fatalité. Hein. Donc, malgré ça, donc, le monde continue. La vie continue, il faut s'adapter à la crise. Donc la crise, elle est là, on ne peut pas faire autrement. On l'a subi de plein fouet. Donc on n'est pas, faut pas se sanctuariser autour de cette crise en disant qu'elle est là, on ne peut rien faire, on ne peut pas avancer. Non, au contraire. C'est l'occasion de se remettre en question, de remettre en question son business plan. Voilà. Donc là, je voyais une étude hier qui disait qu'il y a encore plus de création d'emplois en France pendant la crise qu'avant la crise. Vous voyez? Donc il y a des gens qui ont saisi cette opportunité-là pour aller vers de nouveaux business. Et donc les nouveaux business aujourd'hui, c'est dans le domaine de la restauration. On a vu des chiffres exploser malgré la crise. Donc les gens qui font de la livraison, les sociétés qui font de la livraison ont explosé leur chiffre d'affaires parce que voilà, les gens ne pouvaient pas se déplacer. Il fallait qu'ils commandent à distance pour être livrés. Donc, ça, c'est pour les pays dits développés. Mais aujourd'hui, il y a une tendance qui se dégage en Afrique, c'est l'e-commerce. L'e-commerce est un secteur qui, si on a connu la première licorne africaine, c'est grâce à l'e-commerce. L'e-commerce est un secteur très porteur. Quand on voit que l'informel dans certains pays représente jusqu'à 80% de l'économie nationale, je pense qu'une crise comme cette crise Covid-19 est une occasion de repenser la structure de l'économie, la structure de nos échanges qui sont très développés et de passer à l'e-commerce. Essayer de formaliser les choses à travers l'e-commerce et de trouver de nouvelles opportunités et de nouvelles façons de faire. Parce qu'aujourd'hui, on a l'habitude d'aller dans les marchés, d'échanger des produits, donc de toucher, etc. Mais l'e-commerce offre cette opportunité de pouvoir aller au-delà. Bon, ce que je dis aux gens qui font de l'e-commerce, c'est que si vous mettez vos produits en ligne et vous les mettez dans les sites de e-commerce, vous vendez même pendant que vous dormez. C'est-à-dire, pendant que vous dormez, donc le site fonctionne. Il y a des gens qui ne dorment pas pendant ce temps-là. Donc, ils ont accès à vos produits. Ils peuvent commander pendant que vous êtes en train de dormir ou de faire autre chose. Donc, c'est une nouvelle donne qui est là.
et que si on voit, comme je disais tout à l'heure, l'informel représente plus de 80% du secteur du commerce africain. Si on arrive aujourd'hui à formaliser cela à travers l'e-commerce, ça peut représenter de belles opportunités pour nos populations, même qui ne savent ni lire ni écrire. Aujourd'hui, il y a des opportunités à ce niveau-là. Ben, CIUMAG a vécu, comme tout le monde, cette période de crise. Et puis, l'avantage qu'on avait par rapport à la crise, c'est que la plupart de nos correspondants, il y en a que je vois une fois dans l'année. Donc, on avait l'habitude de travailler à distance. Donc, on avait l'habitude de faire du télétravail sans le dire. Donc, on disait que c'est des journalistes indépendants qui étaient dans leur coin, mais c'était du télétravail on n'avait pas trouvé la bonne formulation. Donc, on faisait du télétravail. Donc, la crise a renforcé cette dynamique en disant, voilà, on passe maintenant au mode visio. Donc, on fait des visios toutes les semaines. On trouve nos thèmes toutes les semaines. Donc, on partage encore plus qu'on ne le faisait avant. Et je pense que la crise a permis encore davantage de renforcer les liens entre CIUMAG et ses collaborateurs qui sont situés un peu partout dans l'Afrique. Et voilà. Donc, pour moi, chaque crise renferme des opportunités. Il faut savoir les saisir et pouvoir les exploiter pour aller de l'avant. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Je trouve ça tellement bien parce que ça permet de rester toujours positif et que même si on fait face à une crise, qu'on se dise que voilà, derrière cette crise-là, il y a forcément des opportunités. Merci beaucoup, Mohamedou. On va aller avec la troisième histoire. Bon, la troisième histoire que j'aimerais savoir, c'est pourquoi est-ce que tu as adopté le style de leadership, le style de leader que tu es. Parce que tu es un véritable leader et moi, il y a certainement quelque chose derrière, il y a certainement une histoire derrière. Est-ce que tu peux nous raconter ça, s'il te plaît? Là, ça devient plus personnel. C'est un peu compliqué à mettre en avant. C'est plus compliqué à expliquer. Je pense que c'est quelque chose qui se travaille, certes, même si on a moi, je dis, il y a une expression au Sénégal qui dit quand les gens vont chercher la fortune, on va chercher les humains. C'est-à-dire la fortune que les gens vont chercher directement, on veut le trouver chez les humains. Et donc, la plus importante qualité de la personne, c'est aller avoir un réseau. Un réseau, c'est fondamental. Un réseau, ça touche toutes les portes. Et comme je disais tout à l'heure, c'est cette culture. Aujourd'hui, on parle de la culture des plateformes, la plateformisation des économies. Aujourd'hui, quand on voit tous ces réseaux-là qui se mettent en place pour commander à manger, pour commander un taxi, etc., donc c'est des plateformes. Et ces plateformes-là sont constituées de réseaux. Et donc, je dis humainement, c'est une inspiration de la vie de tous les jours. Donc, si quelqu'un a un réseau important, il peut faire des choses extraordinaires. Donc, je pense que quand on a un réseau également, il faut savoir le cultiver, il faut savoir l'entretenir et ne pas l'utiliser que de façon opportuniste. Il faut savoir l'utiliser à bon escient pour que ce réseau-là puisse être là et dans les bons moments comme dans les moments les plus difficiles. Je pense que si on a ce réseau-là, si on a ce mindset de pouvoir cultiver ce réseau, partager avec eux des choses bien comme des choses moins bien, on arrive à entretenir ce réseau-là. C'est la plus grande richesse qu'on peut avoir. C'est la plus grande reconnaissance qu'on peut trouver. C'est grâce au réseau qu'on peut avoir. C'est des femmes, des hommes extraordinaires qu'on peut trouver et qui peuvent apporter toute la réponse. Et c'est pas que quand je parle de richesse, c'est pas que de la richesse, matérielle. La richesse, c'est la richesse sur la relation humaine, c'est la relation avec l'autre, c'est de pouvoir partager avec l'autre. J'ai un ami qui disait derrière chaque femme se cache une opportunité. Donc, c'est dire, voilà, c'est un clin d'œil que je fais avec nos sœurs qui sont également une partie qu'on ne doit pas oublier, parce qu'on nous a souvent reproché, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine du digital, les femmes sont très peu représentées. Et je sais qu'elles ont des valeurs extraordinaires et j'ai une très grande fierté, une chose qui m'est tombée il y a quelques jours et que je voulais partager. J'ai été contacté par l'université de Berkeley en Californie. Il m'a dit, voilà, on a vu ce que vous faites. On a vu que tu as constitué un réseau qui est fondamental en Afrique. On voulait lancer pour la première fois
un concours qui va réunir les femmes africaines pour élire la femme de l'Afrique, la femme africaine de l'année. Et donc, 3 catégories, la femme africaine de l'année qui porte un projet dans le domaine de la transformation digitale et le meilleur projet porté par une femme, et on aimerait que tu se représentes l'Afrique dans ce jury-là. Et tu vois, c'est quelque chose qui me fait un plaisir énorme de pouvoir représenter notre continent là-dedans. Et quand je vois, donc les 5 continents sont représentés, donc l'Amérique du Nord et l'Amérique latine a son représentant. Donc, je pense qu'il y a un représentant pour l'Amérique latine, un représentant pour l'Amérique du Nord, un représentant européen, un représentant asiatique et un représentant de l'Océanie. Et donc, moi, je représente l'Afrique dans ce jury. Et ça consiste à aller voir qu'est-ce qui se fait de merveilleux chez nos femmes. Et j'ai eu la chance d'en parler avec Sina Lawson, qui est la ministre du numérique du Togo, la ministre béninoise du numérique également, des femmes de valeur comme la femme qui s'occupe de la transformation digitale de la Banque mondiale qui est tunisienne, etc. Donc, dans la catégorie projet, donc une Sénégalaise qui s'occupe de la Big Data chez Orange, Middle East et Africa, une dame qui s'occupe de Wafakash, donc c'est la présidente de Wafakash à qui j'ai parlé hier. Donc voilà, on trouve des femmes qui portent des choses extraordinaires. Moi, je me dis, c'est le fait de pouvoir les constituer, de les avoir en réseau, c'est quelque chose de magnifique et ça permet de répondre à une question qui disait que pourquoi se priver de 50% de la population mondiale, ce qui représente plus de 50% de la population mondiale. Et quand on prend des décisions, on les implique pas forcément dans tout. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'on ait des leaders femmes, c'est quelque chose qui peut changer le monde et j'y crois fortement. Et je militerai toujours pour que les femmes accèdent aux postes de responsabilité, à plus de visibilité par rapport à ce qu'ils font. Et donc voilà, ce concours-là m'a fait énormément plaisir de représenter notre continent là-dedans et de pouvoir réunir ces femmes de valeur, ces femmes qui font des choses extraordinaires, qui pourront le partager à l'occasion de ce concours organisé par l'Université de Berkeley. Voilà, donc pour moi, c'est ça. Ce sont les réseaux, c'est ça qui crée le leadership, c'est de pouvoir créer des réseaux, c'est de pouvoir l'entretenir. Et j'ai eu la chance, toutes ces personnalités-là que je connais par ailleurs, avec qui j'ai pu organiser des choses dans leur pays, dans le cadre donc, de ces tournées digitales que j'organise régulièrement, je n'ai pas eu de mal à dire, voilà, telle femme dans tel pays fait des choses extraordinaires, on peut aller la chercher. Et j'ai eu des retours positifs à chaque fois quand je leur parle du projet. Ils me disent, jackpot, on y va. Et voilà. Donc là, on a pu réunir toutes ces dames-là autour du projet. Et voilà, le concours va démarrer. Et ils ont jusqu'au 15 février pour déposer leur CV sur le site de l'organisation. Et au mois de mars, on va choisir le meilleur projet. Le meilleur projet, c'est mondial, hein, le meilleur projet porté par des femmes au niveau mondial. Et la femme qui porte la transformation digitale au niveau mondial. D'accord. Et donc, au-delà de cela, ce que j'ai pu négocier avec l'Université de Berkeley, c'est-à-dire l'Afrique, c'est 52 pays, c'est 2 fois plus que l'Europe, c'est 3 fois plus que l'Europe. Et donc, choisir 5 femmes sur tout le continent, donc c'est un peu pénalisant. Ce que je demande, et j'ai obtenu, c'est au-delà du choix de la femme qui porte la transformation digitale au niveau mondial, qu'on ait également la femme africaine de l'année. Et donc ça, je l'ai demandé et je l'ai obtenu. Donc, ils m'ont dit, voilà, on ne peut pas l'accorder à tout le monde, comme c'est une première édition, mais à l'Afrique, on va lui faire cet honneur de créer ce concours-là qui va aider les femmes africaines à porter ce combat-là. Et on a des modèles qui peuvent porter ce combat et inspirer plus de d'un milliard d'habitants que contre notre continent sur les aspects liés à la transformation digitale. Donc, la transformation digitale est un secteur. Il y en a plein qui sont comme ça. Et je pense que si chacun joue sa partition et joue son leadership et joue son rôle, on peut arriver à faire des choses merveilleuses au niveau mondial. Absolument, 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 absolument. Waouh, merci beaucoup Mouhamadou pour cette exclusivité. C'est une exclusivité, c'est vrai. On n'a pas encore réussi à partager ça beaucoup avec les médias, mais d'ici quelques jours, on va commencer à communiquer là-dessus et mettre nos visages sur ces candidates, sur ces lauréats qui sont au nombre de 10. Donc il y a le Maghreb, l'Afrique, quelques pays sont représentés, donc on ne pouvait pas choisir
comme je disais, l'Afrique, c'est plus de 54 pays, donc choisir 5 femmes par catégorie, c'est pas facile. Ouais. Mais bon, elles vont représenter de façon valable notre cher continent. Et je pense que d'ici quelques jours, avec des gens comme toi, par rapport à ce que tu fais, donc on essaiera de partager avec toi l'information pour que on mette un visage sur ces choses extraordinaires. Absolument, absolument. Non, non, on va le faire, on va essayer de vulgariser ça, c'est important. C'est nos sœurs et nos femmes, elles sont extraordinaires. On est rien sans elles, quoi. Et puis, comme tu dis, malheureusement, en général, elles ne sont pas là quand on veut prendre des décisions. On ne les implique pas. Alors, parfois, elles sont les premières personnes qui vont être impactées par ces décisions-là. Bien sûr, et donc, ce serait intéressant. Moi, on va le faire. On va rester en contact. On va essayer de vulgariser l'information. Dans le cadre de cette émission, on pourra avoir un spot spécial qu'on va mettre là. Et ça tournera en boucle. Merci beaucoup. Waouh, on a bientôt terminé. Bientôt, mais pas encore. J'aimerais savoir, Mohamedou, avec ton parcours, avec ta vie, avec ton impact, avec ta vision et les belles choses que tu vas encore réaliser, ça c'est sûr. J'aimerais que tu partages avec nous, avec moi et mon audience, quels sont les 3 livres que tu peux recommander à lire. Ça peut être des livres, quelle que soit la nature des livres, que ce soit du business, de l'inspiration, de la littérature, certes, mais vraiment, si tu as 3 livres que tu peux nous recommander, ce serait bienvenu. Très bien. Il y a un livre qui m'a marqué quand j'étais plus petit. C'est encore enseigné dans les collèges, dans les écoles, notamment au Sénégal. C'est de la littérature. C'est L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Donc, je pense que beaucoup peuvent se retrouver à travers ce livre qui parle d'un jeune qui a vécu dans son village et qui a appris les valeurs liées à sa culture et à des valeurs comme l'islam. Donc, l'histoire se passe au Sénégal. Et donc, il a été façonné par cette éducation, par cette rigueur de ses parents qui l'ont inculqué donc des valeurs liées à l'islam. Et quand il a grandi, et il a fait, après l'école coranique, donc il a intégré l'école française avec quelques difficultés que les parents ne voulaient pas, parce que voilà, ils disaient que l'école française est une école qui pervertit par rapport aux préceptes de l'islam qui nous apprennent des valeurs de l'au-delà. Et donc pour lui, le fait de se mettre à l'école française, il y a une expression qui est très connue qui disait que on t'apprend l'art de convaincre sans avoir raison. Et donc, ses parents étaient un peu réticents pour qu'il aille faire l'école française, mais il a fini par le faire et il a réussi à percer et à persévérer. Et donc, il est venu par la suite en France et il a rencontré d'autres cultures qui l'ont façonné. Et donc, c'est un livre que je recommande, qui est plein d'enseignements, plein de philosophie et qui nous apprend plein de choses. Donc là, c'est la partie un peu littérature qui m'a façonné quand j'étais encore beaucoup plus jeune et qui continue à être partagée dans le monde littéraire, notamment en Afrique de l'Ouest et même au-delà. Alors, dans le domaine du business, donc dans le domaine de la transformation digitale, il y a un livre qui s'appelle Booming Africa, qui a été publié par Bruno Medling, qui était l'ancien patron d'Orange Afrique, qui était l'ancien président d'Orange Afrique, qui a fait ce livre et qui est parti d'un constat sur comment l'Afrique pourrait être impactée par la transformation digitale et apporter son expérience par rapport au reste du monde. C'est-à-dire aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'Afrique comme étant le nouveau laboratoire des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il disait que l'Afrique, à travers donc des secteurs clés comme l'agriculture, comme la santé connectée, comme l'énergie, l'inclusion financière et l'inclusion économique, l'Afrique a pu mettre en place des modèles qui sont des modèles tellement puissants qui peuvent être partagés à travers le monde. Donc, c'est un modèle qui existe aujourd'hui et donc avec plein d'exemples, avec plein de retours d'expérience qui sont très impactants. Donc, je pense que c'est un livre qui mérite d'être mis en avant et vraiment, il a mis un tour d'horizon sur l'ensemble des secteurs
que ce soit pour l'e-commerce, le transport, l'économie, l'inclusion financière. Voilà, en donnant en faisant des rappels historiques de là où on était avant la transformation digitale et ce que la transformation digitale a apporté, a façonné donc l'économie africaine à travers donc ces secteurs du digital. Ça s'appelle Booming Africa. Alors, l'autre livre que j'ai lu, c'est à l'occasion d'un voyage que j'ai fait en Chine l'année dernière, il y a 2 ans, à l'invitation de Huawei. Donc, on m'avait offert un livre qui s'appelle Les Confidences de Ren Zhengfei, qui est le fondateur de Huawei. C'est un livre également qu'il a fait, qui est issu de plusieurs interviews de grands médias au niveau mondial. Et donc, sans embâche, donc ce fondateur qu'ils appellent REN, qui revient un peu sur comment Huawei a été créé, quelles sont les difficultés auxquelles Huawei a fait face, et aujourd'hui, comment ils arrivent à conquérir le monde à travers donc des technologies très avancées, de façon à faire trembler des puissances comme les États-Unis. Donc, il revient là-dessus avec beaucoup de pertinence et de dire voilà comment les salariés de Huawei travaillent au quotidien. Donc, c'est un livre qui m'a été offert par nos partenaires de Huawei, qui est très inspirant. Et je conseille à nos jeunes, moins jeunes, de relire ce livre-là pour comprendre comment la Chine voit les choses, comment la Chine évolue pour participer à cette transformation au niveau mondial. Et une question qui a été très intéressante, qui a été posée sur les écoutes téléphoniques que Huawei pratiquait. Et la réponse qu'il donnait à juste titre, c'est de dire que ils ont subi toutes les batteries de tests au niveau des codes sources. Donc, ils ont fourni les codes sources des applications de Huawei aux plus grands laboratoires en Allemagne ou ailleurs pour qu'ils essayent de voir s'il y a des failles ou bien des choses qui pourraient prêter à confusion. Et apparemment, ils n'ont rien trouvé jusqu'à présent, ce qu'ils disaient. Et donc des accusations à tort. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? À voir. Mais c'est un livre qui est très important et que je conseille aux jeunes de lire. Et ça apprend beaucoup de choses sur la façon de surmonter les difficultés pour arriver à ses fins et devenir aujourd'hui ce qu'il est devenu. Voilà les 3 livres que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, Mohamedou. Donc, on a l'aventure ambiguë de Cher Hamidou Kane. J'en ai entendu parler. J'ai jamais eu le privilège de lire ce livre, mais je vais le lire. C'est l'occasion. Est-ce que c'est dans ce livre qu'on parle d'aller apprendre à lier le bois au bois? On dit aller justement à l'Occident, apprendre l'école occidentale et tout ça. Okay. Exactement. C'est aller apprendre l'école occidentale. Et il y a même un proverbe qui dit, c'est dans le Coran, je crois, qui dit aller chercher la connaissance là où il se trouve, même si c'est en Chine. Jusqu'en Chine, aller chercher la connaissance. C'est-à-dire, à l'époque, on disait que la Chine, c'est le fond du monde. C'est tellement loin. Aller jusqu'en Chine pour chercher la connaissance, ça pourra toujours servir. Et je pense que voilà. Donc, c'est que ce soit les confidences de Ren, le fondateur de Huawei, ou l'aventure ambiguë dans un village reculé du Sénégal, on apprend énormément de choses sur l'apprentissage, sur l'ouverture au monde et la connaissance qu'on peut en tirer pour soi et pour la future génération. Super. En tout cas, je vais me les procurer. C'est aussi ça l'avantage que j'ai quand mes invités partagent leur lecture. Moi, ça me permet d'enrichir ma bibliothèque et d'aller chercher des pépites pour justement accroître ma connaissance. C'est important. Merci beaucoup, cher grand frère. Tu as été avec nous aujourd'hui. On a passé un moment extraordinaire. Avant de se séparer, je voudrais savoir si tu as un dernier mot, une dernière parole, ou je sais pas, quelque chose que tu voudrais dire comme ça à l'endroit de notre audience qui nous écoute. Ben, juste te féliciter et te remercier par rapport à ce que tu fais, puisque ce que les gens ne comprennent pas, derrière l'émission, il y a un travail extraordinaire qui se fait. Et j'ai pu bénéficier d'une séance de coaching de la part du frère Brice, qui m'a donné certains codes pour pouvoir faire face à vous aujourd'hui et tirer le meilleur de moi-même. Donc là, c'est quelque chose qu'il sait faire.
Et je pense en tant que coach, et Brice a quelque chose à partager avec nos jeunes générations, même je ne fais pas partie de cette jeune génération, donc je suis un peu... mais j'ai pu apprendre beaucoup de choses à travers ce que tu as partagé avec moi la semaine dernière. Et je trouve ça très, très professionnel. Et je demande à ce que ça soit vulgarisé davantage et partagé avec le plus grand nombre pour que les gens puissent également profiter de cette expérience qui est la sienne. En tout cas, bravo et merci à toi, Brice, et pour tout ce que tu fais. Et voilà, donc si Ayumag sera là à côté de toi, je serai là à côté de toi à chaque fois quand tu auras besoin pour partager notre modeste expérience. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. Et c'est sans doute le début d'une longue aventure, je suis convaincu, parce que déjà ce projet de la femme africaine en ce qui concerne le développement numérique et tout, on va vraiment voir comment est-ce qu'on peut travailler pour mettre ça en avant, pour vulgariser ça. Et pour pouvoir raconter notre propre histoire. Exactement. Nous devons raconter la nôtre. Tu fais partie des précurseurs depuis 2006 avec le magazine, sur la base d'un constat. Moi aussi, je fais partie des gens qui voient le monde comme ça. Je me dis, je suis storyteller, j'ai des gens à raconter des histoires, et ce que je dis toujours, c'est on doit raconter notre propre histoire. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit raconter mon histoire. Exactement. Donc avoir des aînés comme toi qui nous montrent le chemin, c'est un privilège, et je te suis reconnaissant. Merci beaucoup pour ton précieux temps. Merci à vous tous qui avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous en prie, partagez. Ça peut aider quelqu'un quelque part. Le contenu, une parole, un mot, une phrase peut changer la vie de quelqu'un quelque part. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Merci beaucoup pour votre présence et à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. Merci Brice. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci.